celle qui a aussi, par exemple, la femme du prophète sallam, le prophète avait des doutes à un moment donné, et c'est grâce à la femme que ces doutes se sont dissipés. Aujourd'hui, l'islam n'aurait pas existé si la femme n'était pas enfin, voilà. Alors j'ai envie de se... Pour moi, c'est une idée qu'on met en place dans les idées, dans les pensées des gens, en disant la femme en islam est moins importante que l'homme, mais pas du tout. Alors, j'ai envie de te répondre en disant que, comme disait Lacan, la femme n'existe pas. C'est important parce qu'il existe des femmes. Et donc, à chaque fois qu'on réduit des femmes à la femme, ou en islam, vous voyez bien, en islam, je veux dire, la manière dont c'est dit la femme en islam pose problème. Parce que, ce que je veux dire, c'est que ma conception des femmes, entre guillemets, en islam, n'est certainement pas la même qu'une conception de quelqu'un qui provient du mouvement néo-salafiste. Elle n'est absolument pas du tout la même. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Vous allez en Mauritanie. Vous voyez que la place des femmes n'est absolument pas du tout la même que celle du Maghreb, que celle du Proche-Orient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place des femmes, en vérité, elle est liée au fonctionnement des sociétés et aux rapports socio-économiques et politiques entre hommes et femmes, mais qu'il n'y a pas d'assignation d'une conception de la femme en islam. Ça n'existe pas. Alors ça, pour moi, c'est culturel. Quand vous dites qu'en Mauritanie, ils sont peut-être moins indulgents avec les femmes, etc. Parce que plus indulgents. Dans son dernier discours, il dit comportez-vous bien avec vos femmes. C'était le dernier discours avant sa mort. Donc je pense qu'il a mis quand même quelque chose de très important. Son héritage, enfin je veux dire, sa dernière parole, il a pensé aux femmes. Donc il y a quand même une certaine importance dans ça. Alors, après, c'est peut-être culturel. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes au temps du prophète, elles restent des femmes de tribu. Elles restent des femmes inscrites dans une culture patriarcale. La question de l'héritage, voilà des traces de patriarcat. Les femmes, dans le Coran, mais c'est normal, elles sont subordonnées. Quand on dit « c'est-à-dire que les hommes prennent en charge les femmes. Parce qu'on est dans une société patriarcale où les femmes n'ont pas d'activité économique à l'extérieur. Elles sont prises en charge. Parce qu'on est dans un système patriarcal, je dirais pour moi c'est normal que le Coran reflète cet état de société. Mais ça ne veut pas dire que le patriarcat est l'élément universel à reconstruire et à continuer comme le pensent beaucoup de gens aujourd'hui en disant ben, la femme ne doit pas travailler, elle doit rester à la maison, etc. etc. C'est-à-dire que c'est une chose de comprendre qu'un discours s'est inscrit dans une société patriarcale, c'est autre chose de dire que le patriarcat est la norme de l'islam. Voilà, et donc moi ce qui m'intéresse c'est l'évolution de la condition féminine dans les terres d'islam, c'est ça qu'on pourrait dire. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle est loin d'être reluisante, parce que véritablement ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des sociétés qui sont travaillées par ce que Mohamed Harkoun appelait le fait islamique, sont des sociétés qui sont en train de sortir de la société traditionnelle. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir des sociétés traditionnelles. Et c'est parce qu'on est en train de sortir des sociétés traditionnelles qu'il y a tout ce bouleversement-là. Et que le religieux répond à toutes ces angoisses, à toutes ces manifestations. Parce que moi, quand je vais au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ou quand je pouvais aller en Syrie à l'époque, en Jordanie, etc., je vois bien qu'on est en train de sortir de la société traditionnelle. Et donc les hommes sont complètement perdus. Et donc il faut du temps pour que tout cela puisse s'équilibrer. Et donc comme les gens ont du mal à voir ce que tout ça va advenir, les gens pensent qu'avant c'était mieux. Vous l'avez déjà entendu ça. Avant c'était mieux. Hein. Les jeunes ils respectaient avant. Et vous vous rendez compte, moi j'avais donné une citation une fois de quelqu'un qui disait avant c'était mieux, les jeunes n'écoutent plus, etc. Puis j'avais des gens qui disaient ah ouais ça c'est vrai, les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent plus. Et j'ai dit non, c'est une phrase de Socrate. Vous voyez, depuis la nuit des temps, on dit la même chose. C'est-à-dire que chaque génération pense que la génération qui vient après, elle n'est pas terrible. Simplement, ce que je veux dire, c'est que chaque génération qui vient, elle doit à la fois hériter
des autres, mais elle doit en même temps porter cet héritage ailleurs. C'est ce que Derrida appelle une fidélité infidèle. C'est-à-dire on est fidèle avec ce que nous avons reçu, mais en même temps on est infidèle à l'héritage que nous avons reçu parce que nous l'emmenons ailleurs, pour en faire quelque chose de constamment autre. Et c'est ça le principe de la tradition. L'islam n'a pu survivre que parce qu'il a su s'adapter. Et toutes les choses qui ne... C'est la sélection naturelle. Hein. Toutes les choses qui ne s'adaptent pas sont amenées à mourir. Il y a toujours des noyaux. C'est-à-dire que si l'islam ne s'était pas expatrié en dehors de l'Arabie du 7e siècle, il n'y aurait jamais eu de théologie, il n'y aurait jamais eu de sunnisme, de chiisme, il n'y aurait jamais eu de mystique, de philosophie, etc. C'est parce qu'il s'est expatrié, qu'il a rencontré d'autres cultures, qu'il a été fécondé par ces cultures-là. Et que l'islam ne peut être vivant que s'il continue et accepter d'être fécondé par ce qu'il reçoit. Parce que les religions, ce sont des organismes vivants. J'ai du mal à vous suivre par rapport à ce que vous dites. Comment l'islam s'est expatrié de ce que vous voulez dire, c'est ça, c'est expatrié l'islam? Oui. Comment il s'est expatrié? Ben, lorsque les Arabes sont sortis d'Arabie du 7e siècle et qui sont partis à la conquête du monde comme l'idée d'un empire, je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai parlé des Omeyyades et des Abbassides. Voilà. Ben, c'est-à-dire que l'islam coranique sort d'Arabie du 7e siècle et quand il ne sort pas pour convertir le monde. Au départ, l'islam n'est pas convertisseur. C'est ce qui explique son expansion si rapide. C'est qu'il n'a pas voulu convertir les gens et que beaucoup d'hérésies chrétiennes étaient beaucoup plus libres sous l'empire musulman que sous l'empire de Byzance. Parce qu'il n'a pas cherché justement à les convertir. Et donc l'islam, pendant 150 ans, est resté une alliance ethnique arabe. Et si vous n'étiez pas arabe ou affilié à une tribu d'Arabie, il était très difficile de devenir musulman. Donc on voit bien que, et c'est à partir de 750 que l'islam devient cette religion. Avec ses textes, c'est à ce moment-là qu'on écrit la sira, la biographie. C'est à ce moment-là que se met en place la tradition prophétique, en termes d'écriture. C'est à ce moment-là qu'on fait de l'exégèse. C'est à ce moment-là qu'on fait de la théologie. Vous voyez, donc l'islam, j'ai envie de dire, dont nous avons hérité l'islam des convertis du 9e siècle. Nous sommes dépendants de cet héritage-là. Pourquoi ça continue à s'exporter encore? Pourquoi ça continue à s'exporter? Voilà, ça grandit. Parce qu'on est dans un contexte de mondialisation et qu'il est normal que certaines personnes, que le langage religieux musulman leur parle beaucoup plus qu'à certains langages, que le langage du protestantisme parle, parce qu'aujourd'hui en France vous avez 50 000 à peu près, 50 000 convertis de maghrébins musulmans qui sont devenus protestants. Vous voyez, donc il y a des expansions finalement des deux côtés, c'est-à-dire que vous avez à la fois un phénomène d'islamisation, mais vous avez aussi un phénomène de désislamisation, des gens qui sortent de l'islam ou simplement qui deviennent athées ou agnostiques ou qui changent de religion en contexte de mondialisation, ça me paraît normal. Par exemple au Maroc aujourd'hui, vous avez des phénomènes de conversion au christianisme et au chiisme. Ce qui a 50 ans était impensable. Ben ça c'est le phénomène de mondialisation. Ce qui fait que vous avez une bonne partie subsaharienne qui se retrouve au Maroc avec des églises qui deviennent de plus en plus importantes. Donc le Maroc va devoir composer avec cette diversité religieuse. On s'arrête là. On doit s'arrêter là. Mais vous êtes invité à prendre un thé, un café, du 4 quarts et à continuer là où les discussions.
Mais les éléments du kaléidoscope sont eux-mêmes tout le temps en train de changer. Et tu vois, c'est cette vision qu'on a un mal à voir et à appliquer. Parce qu'il faut du fixe, il faut de l'essentiel, il faut qu'il y ait des cadres. Je vais prendre une photo avec une cousine en fait. Oui. D'accord. Je m'adosse à un mur comme ça, je parais plus petit. Je m'adosse à un mur comme ça, je parais plus petit. Si tu vas plus jeune ou tu vas Mémoire. Mémoire. Ah, Ça marche pas? j'appuie, puis Ouais, j'arrête. bah c'est bon, ça doit être bon, ça doit être bon. Ça va être bon. Oui, oui, ça doit être bon. Je vais reprendre... Je suis empoté avec ces machins. Parce que ça fait coucou, ça. Ah mais voilà, Nickel, super. moi j'en ai pris plein. C'est bon? Il y en a bien une qui va être bien. Il y en a bien une. Merci. Merci à vous. Tu vois, c'est stimulant. Le doute. Ah oui, Et on avance. C'est l'histoire. C'est primordial. Tout le monde est là complètement. Ils prennent un cas d'un lycée petit. Il peut y avoir une histoire conservatrice. Il peut y avoir Et on voit bien qu'il est gentil, quoi. L'imaginaire, l'idée
Merci.